Le soleil brûlant du Nevada calcinait le parking lorsque Clint Eastwood descendit de sa camionnette Ford couverte de poussière. Nous étions en 1965. Il avait 35 ans et venait de terminer une autre longue et éprouvante semaine de tournage pour une poignée de dollars. Son dos le faisait souffrir d'avoir passé la journée à cheval, et son doigt sur la détente était irrité à force de tirer des balles à blanc. Mais ceci n'était pas Hollywood. C'était le stand de tir de Carson City, et Clint avait besoin de se vider la tête. Il sortit son étui d'armes de l'arrière de la camionnette. Il était vieux, en cuir usé. Il l'avait depuis ses années dans l'armée. Il se dirigea vers l'entrée. L'endroit était plus fréquenté que d'habitude. Une douzaine de voitures étaient garées dehors. La plupart étaient des berlines et des voitures de sport coûteuses. Pas vraiment le genre que conduisait habituellement la classe ouvrière. À l'intérieur, Clint paya la location du pas de tir à un homme âgé derrière le comptoir. « Journée chargée » remarqua Clint en lui tendant l'argent. L'employé hocha la tête. « Les qualifications pour le championnat d'État » Certains des meilleurs tireurs de compétition de l'Ouest prennent ça très au sérieux. Clint sourit. « J'aime voir les gens bons dans ce qu'ils font. »« La voie 7 est libre » dit l'employé en lui remettant son reçu. Quand Clint sortit sur le pas de tir extérieur, il sentit immédiatement la différence. Ce n'était plus l'endroit détendu et amical qu'il connaissait. Des groupes d'hommes et quelques femmes étaient rassemblés. Ils portaient des vestes d'équipe assorties et des vêtements de tir coûteux. Leurs fusils et pistolets brillaient au soleil. Des armes personnalisées valant probablement plus que ce que Clint gagnait en 3 mois. Il trouva la voie 7. Au bout, il posa son étui au sol et l'ouvrit. Son revolver Colt Single Action Army n'était pas luxueux, mais il fonctionnait parfaitement. Il était propre, entretenu, familier. Il l'avait depuis des années et s'entraînait avec dès qu'il le pouvait. « Eh bien, regardez ce que le désert a ramené. » Clint leva les yeux. 3 hommes se tenaient sur la voie 6. Ils portaient tous des vestes de tir rouge foncé avec des logos dorés. Celui qui parlait était grand et mince, environ 40 ans. Cheveux plaqués en arrière, sourire suffisant, comme s'il était toujours le plus intelligent de la pièce. « Bonsoir » dit calmement Clint en rechargeant son revolver. « Tu es là pour les qualifications » demanda un autre, plus petit et plus trapu, avec de grosses lunettes. « Non » répondit Clint, « juste pour m'entraîner. » Le grand éclata de rire. « T'entraîner avec ça? C'est quoi? Un accessoire de cinéma ?» Clint sentit sa nuque chauffer, mais sa voix resta stable. « C'est un Colt SAA. Il fonctionne parfaitement. »« Bien sûr !» ricana le troisième, blond, coiffure impeccable façon cow-boy. « Laisse-moi deviner. Tu es de ces types qui pensent qu'un revolver fait de toi Wild Bill Leacock. » Les 3 éclatèrent de rire. Clint posa le revolver et se tourna vers eux. « Il y a quelque chose de drôle dans la façon dont un homme passe son samedi ?» Le grand s'approcha. Ses lunettes de tir coûteuses pendaient à son cou. « Sans vouloir t'offenser, mon ami, mais ici c'est un stand de tir de précision. On s'entraîne pour de vraies compétitions. Ça demande de vraies compétences, pas des jeux de cow-boy aux dégainés rapides. Tu devrais peut-être essayer la fête foraine au bout de la route. Ils ont des stands de tir. » D'autres rires suivirent. Certains tireurs avaient commencé à regarder. Clint serra la mâchoire, mais il avait appris depuis longtemps que la colère n'aidait jamais. « Merci du conseil, » dit-il en reprenant son arme. « Mais je crois que je vais rester. » Le blond secoua la tête. « Comme tu veux, cow-boy. Et c'est juste de ne pas te ridiculiser. » Alors qu'ils se tournaient vers leur voix, Clint entendit l'un d'eux murmurer. « Il a sûrement vu ça dans un film et pense qu'il sait vraiment tirer. » Clint s'immobilisa. Il se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le grand regarda en arrière, surpris. Puis son sourire s'élargit. « Oh, tu es ce type! Ma femme m'a forcé à regarder un de tes western spaghetti le mois dernier. Comment ça s'appelait déjà? Une poignée de quelque chose ?»« Pour une poignée de dollars, » ricana le petit. « Oui, voilà. » Beaucoup de regards plissés et de tirs, des trucs de faux dur, dit le grand avec sarcasme. « Alors laisse-moi deviner. Tu crois que parce que tu pointes une arme vers une caméra et que tu tires des balles à blanc, tu es un grand tireur ?» À présent, tout le monde regardait.
Au moins 20 personnes s'étaient rapprochées. Clint inspira profondément. « Je n'ai jamais dit que j'étais exceptionnel. »« Oh, mais Hollywood l'a dit pour toi, » répliqua le blond en avançant. « Voilà le problème avec les acteurs comme toi. Vous vivez dans le faux. Maquillage, doublure, montage, tout le monde vous fait bien paraître. » Il désigna le stand. « Ici, c'est réel. Personne ne crie coupé quand tu rates. Pas d'effets spéciaux pour embellir tes tirs. » « Je parie que tu n'as jamais tiré une vraie balle en dehors d'une démonstration de sécurité sur un plateau, » ajouta le trapu. « Je me trompe ?» Les yeux de Clint se plissèrent légèrement, mais sa voix resta calme. « J'ai servi dans l'armée. J'y ai appris à tirer. »« Oh, l'armée !» fit le grand en portant la main à son cœur avec exagération. « Ça change tout. Tu faisais quoi? Administratif? Cuisinier ?»« Instructeur de natation, » répondit Clint sans ciller. Les trois éclatèrent d'un rire tonitruant. « Instructeur de natation? Alors tu apprenais aux soldats à faire la brasse et maintenant tu veux rivaliser avec des tireurs professionnels ?» Il se tourna vers la foule. « Mesdames et messieurs, un tireur d'élite, directement de la piscine au pas de tir. » L'humiliation commençait à peser sur Clint. Il sentait la chaleur monter en lui, l'envie de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais il n'avait pas fini. Le blond s'appuya sur la séparation des voix. « Dis-moi, star de cinéma, pourquoi ne pas nous faire une petite démonstration? Montre-nous comment tire le nouveau cow-boy d'Hollywood. Tu peux bien toucher quelque chose, non ?» Le trapu sortit son portefeuille. « Je parie $50 qu'il ne touche pas une silhouette humaine à 25 yards. Qui prend le pari ?» Des murmures parcoururent la foule. « Je prends !» cria quelqu'un. Clint sentit que la situation lui échappait. Ce n'était plus trois idiots, c'était devenu un spectacle. Son orgueil lui disait de partir, mais quelque chose de plus profond le maintenait là. « Écoutez, » dit-il d'une voix basse et posée, « je ne suis pas venu pour faire un show. Je suis venu m'entraîner. Si ça vous dérange, messieurs, je peux aller sur un autre stand. »« Oh non !» dit le grand en agitant la main. « Tu ne pars pas maintenant. C'est toi qui es arrivé avec ton revolver de cow-boy, habillé comme si tu sortais d'un plateau. » Il désigna son jean usé et sa chemise simple. « Tu voulais de l'attention? Tu l'as. Montre quelque chose. Ou tais-toi. » La foule avait grossi à une trentaine de personnes. Une voix féminine brisa la tension. « Laisse-le tranquille, Richard. Il ne dérange personne. » Le grand, apparemment nommé Richard, se tourna vers la voix. Une femme mince d'environ 50 ans se tenait vers le fond, son propre étui de tir à la main. « Ne te mêle pas de ça, Barbara, » lança Richard avec mépris. « Ça ne te regarde pas. »« Ça me regarde quand je te vois intimider quelqu'un sans raison, » répliqua Barbara. « Ce stand est pour tout le monde, pas seulement pour toi et ton ego. » Le visage de Richard rougit légèrement, mais il reporta son attention sur Clint. « Le cow-boy peut parler pour lui-même. Alors, Eastwood, qu'est-ce que tu vas faire? Nous montrer ce que tu sais faire, ou rentrer la queue entre les jambes et retourner en courant à ta caravane ?» Clint regarda son revolver, puis la foule, puis Richard. « Qu'est-ce que tu avais exactement en tête ?» demanda-t-il calmement. Le sourire de Richard était celui d'un prédateur. « Simple. Cible standard à 25 yards. 6 coups. On verra combien tu mets dans le centre. Allez, je te laisse même un tir d'échauffement. »« Et si je le fais ?» demanda Clint. « Si tu le fais, » corrigea Richard. « Si tu mets les 6 dans la cible, je m'excuserai d'avoir douté de toi. Et si tu échoues, tu admets que tu es un autre imposteur hollywoodien, incapable de distinguer une vraie arme d'un accessoire. » La foule retint son souffle. Clint réfléchit un instant. Il pensa aux heures passées à s'entraîner, non pas pour les films, mais parce que tirer était l'une des rares choses qui lui vidaient l'esprit. Il pensa à la discipline apprise à l'armée, même comme instructeur de natation. Il pensa aux nombreuses fois où il avait insisté pour que le maniement des armes dans ses films soit réaliste. Et il pensa au plaisir d'effacer ce sourire suffisant du visage de Richard. « D'accord, » dit Clint. « Mais rendons ça plus intéressant. » Richard haussa un sourcil. « Je t'écoute. »« Pas 25 yards, 50. » La foule inspira brusquement. Même Richard sembla surpris. « 50 yards avec un revolver? C'est ridicule, » balbutia le trapu. Clint haussa les épaules. « Tu as dit que je faisais semblant. Si je dois prouver le contraire, autant bien le faire. »
Richard se ressaisit. Son sourire revint. 50 yards. Ça, je veux voir. Le responsable du stand, un homme âgé au visage tanné tenant une planchette, s'approcha. Qu'est-ce qui se passe ici ? Juste une petite démonstration amicale, dit Richard d'une voix mielleuse. Monsieur Eastwood veut nous montrer ses talents à 50 yards. Le responsable regarda Clint. C'est vrai, fiston ? Oui, monsieur, répondit Clint. Très bien, on va faire ça correctement. Je place une cible neuve à 50 yards. Tout le monde, dégagez la ligne. Pendant que la cible était installée, la foule bruissait d'excitation. On entendait des paris, des pronostics. La plupart n'étaient pas en faveur de Clint. Richard se pencha vers lui. Dernière chance de te défiler, Star. Aucun mal à admettre que tu n'es pas à la hauteur. Clint soutint son regard. Ça ira. Le responsable revint et annonça que la ligne était active. Monsieur Eastwood, quand vous voulez. Clint s'avança à la ligne. À 50 yards, la cible noire sur fond blanc paraissait minuscule. Il sentait tous les regards sur lui. Il avait déjà connu la pression. Exercice militaire, cascade à cheval risqué. Mais là, c'était personnel. Il vérifia son revolver. 6 chambres chargées. Le poids était familier, rassurant. « C'est là qu'il va rater », murmura quelqu'un. Clint fit le vide. Il se concentra sur sa respiration. Inspirer, expirer, lentement. Il leva le bras. Pas de posture sophistiquée, juste celle qu'il avait affinée au fil des heures d'entraînement. Il aligna les mires. La cible se flouta, puis se stabilisa. Il relâcha la moitié de son souffle et pressa la détente. Bang! Le recul fut net, maîtrisé. Il ne regarda pas l'impact, ajusta, respira, pressa. Bang! Encore. Ajusté, pressé. Bang! Le rythme devint presque mécanique. Bang! Plus que 2. Bang! Un dernier. Il prit une seconde supplémentaire, puis pressa. Bang! Le barillet tourna vide. Clint abaissa lentement son arme. Silence total. « Cessez le feu !» cria le responsable. « Je vais vérifier la cible. » La marche sembla interminable. Clint ne voyait pas clairement, mais il avait confiance. Le responsable examina la cible, puis se retourna avec un large sourire. « Mesdames et messieurs, 6 tirs, tous regroupés dans un cercle de 3 pouces, plein centre. » La foule explosa. Certains applaudirent, d'autres grommelèrent en payant leur pari. Barbara applaudissait avec enthousiasme. Mais Clint fixait Richard. Le visage de Richard était devenu livide. La cible fut ramenée. Les 6 impacts formaient un groupement serré au centre. « C'est impossible !» balbutia le trapu. « À 50 yards avec un revolver. »« Apparemment pas impossible !» dit Barbara sèchement. Le responsable tendit la cible à Clint. « Fiston, c'est l'un des meilleurs groupements que j'ai vus en 30 ans. Où as-tu appris à tirer comme ça ?» Clint hocha modestement la tête. « En m'entraînant, monsieur. Juste de l'entraînement. » Richard finit par parler. « Tu as eu de la chance. C'est tout. De la chance. » Clint se tourna lentement vers lui. « Tu crois ? Ça ne peut être que ça. Personne ne tire comme ça, sans équipement coûteux, coupa Clint, la voix toujours calme mais plus ferme. Sans les bons insignes, sans ton approbation. Richard rougit violemment. Je ne voulais pas dire. Si, tu voulais exactement dire ça. Tu as supposé que parce que je suis acteur, parce que je conduis une vieille camionnette et que je ne porte pas une veste pleine d'écussons, je ne pouvais pas savoir tirer. Tu m'as jugé avant même que je presse la détente. La foule écoutait, silencieuse. Mais voilà le problème, continua Clint en s'approchant. Je n'ai jamais prétendu être meilleur que quiconque ici. Je ne suis pas venu pour prouver quoi que ce soit. C'est toi qui avais besoin de le faire. Richard resta muet. Maintenant, dit Clint, retrouvant son ton calme habituel,
dit que tu t'excuserais si je mettais les 6 dans la cible, dit Clint. J'attends. Richard regarda autour de lui. La foule l'observait désormais avec des expressions allant de l'amusement au mépris. Il sembla vieillir de 10 ans en quelques secondes. Désolé, murmura-t-il. Je n'ai pas bien entendu, dit Clint calmement. J'ai dit que je suis désolé, répéta Richard plus fort, la voix légèrement brisée. Je me suis trompé en te jugeant. C'était un tir impressionnant. Clint hocha la tête une seule fois. Excuse acceptée. Il se tourna pour ranger ses affaires, prêt à en finir. Mais le blond, resté silencieux depuis la démonstration, s'avança. « Attends, c'était incroyable, mais… Tu peux le refaire ? Ça devait être de la chance. » Avant que Clint ne réponde, une nouvelle voix intervint. « Ce n'était pas de la chance. » Tous se retournèrent. Un homme distingué d'environ 60 ans, cheveux gris, allure militaire, s'avançait depuis le parking. Sa veste indiquait qu'il était instructeur ou responsable du stand. « Colonel Patterson, » dit le responsable du stand avec surprise. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. »« Ce n'était pas prévu, » répondit Patterson en fixant Clint. « Mais j'étais dans le coin et j'ai entendu du bruit. » Il observa la cible dans la main de Clint. « Puis-je » Clint acquiesça. Patterson l'examina attentivement, puis releva les yeux. « Vous êtes Clint Eastwood, l'acteur ?»« Oui, monsieur. »« Et avant cela, vous étiez à Fort Ord de 1951 à 1953, instructeur de natation aux services spéciaux. » Clint fut surpris. « Oui, monsieur. »« Comment le savez-vous » Patterson sourit. « Parce que j'y étais. J'étais capitaine à l'époque. Je me souviens de vous. Vous étiez l'un des rares nageurs qui excellait aussi au cours de tir. » Richard et ses amis échangèrent un regard confus. « Ce que la plupart ignorent, » continua Patterson en s'adressant à la foule, « c'est que Fort Ord possédait l'un des programmes de tir les plus rigoureux de l'armée. » Le jeune Eastwood ne se contentait pas d'enseigner la natation. Il participait au championnat de tir. « Si je me souviens bien, vous avez terminé 3e au championnat de pistolet de toute l'armée en 1952. Je me trompe ?» Clint haussa les épaules, légèrement gêné. « Non, monsieur. »« 3e sur 2000 participants, » ajouta Patterson. « Et vous auriez fini plus haut encore si vous n'aviez pas utilisé un équipement standard, pendant que d'autres avaient des armes personnalisées. » La foule murmura à nouveau, mais cette fois avec admiration. « Attendez, vous dites qu'il est vraiment un tireur de niveau championnat ?» demanda le trapu. « Il l'était, » corrigea Clint. « C'était il y a plus de 10 ans. Je suis rouillé. » Patterson éclata de rire. « Rouillé ? Si ça c'est rouillé, je n'ose pas imaginer votre meilleur niveau. » Il se tourna vers Richard. « Laissez-moi deviner. Vous avez pensé que parce qu'il joue dans des films, il ne savait pas tirer ?» Richard avait au moins l'air honteux. « Plus ou moins, monsieur. »« Que cela vous serve de leçon, » dit Patterson sévèrement. « Ne jugez jamais les capacités de quelqu'un sur sa profession actuelle. Monsieur Eastwood est authentique. Il l'a toujours été. » Le blond parla à son tour, toute arrogance disparue. « Monsieur Eastwood, nous vous devons plus qu'une excuse. Ce que nous avons dit était déplacé. » Clint les observa un moment. Leur attitude semblait sincère. « Je vous propose quelque chose, » dit-il. « Au lieu d'excuses, pourquoi ne pas tirer ensemble un moment ? J'aimerais apprendre des techniques de compétition. Je suis sûr que vous en connaissez que je ne maîtrise pas. » Richard cligna des yeux, surpris. « Tu veux tirer avec nous après tout ça ? » ?»« Pourquoi pas ? Nous sommes tous là pour progresser, non ? » dit Clint en tendant la main. « On repart à zéro. » Richard serra sa main fermement. « On repart à zéro. Et pour ce que ça vaut, c'est l'un des meilleurs tirs que j'ai jamais vus. » « Merci. » La foule se dispersa peu à peu. Plusieurs personnes vinrent féliciter Clint. Le responsable du stand lui offrit une adhésion à vie. Barbara l'invita à rejoindre son club. Mais ce furent les paroles du colonel Patterson qui restèrent gravées dans son esprit en rangeant son matériel. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement montrer que vous savez tirer, » lui avait-il dit. « C'était garder votre dignité face au manque de respect. Vous n'avez pas explosé. Vous avez simplement laissé vos compétences parler. C'est ça, être un professionnel. »
En rentrant chez lui ce soir-là, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes du Nevada, Clint repensa à ces mots. Il regarda la cible posée sur le siège passager. Parfois, la meilleure réponse à la moquerie n'est ni la colère, ni l'argumentation, mais l'excellence. En arrivant chez lui, le téléphone sonna. C'était Sergio Leone, le réalisateur de Pour une poignée de dollars. « Clint, j'ai entendu une histoire incroyable à ton sujet. Quelque chose à propos d'un stand de tir. » Clint sourit. « Les nouvelles vont vite ? » »« C'est vrai. 6 tirs parfaits à 50 yards. » »« Quelque chose comme ça. » Léon éclata de rire. « C'est parfait. Quand le public te verra à l'écran, il ne verra pas un acteur qui joue un tireur. Il verra un vrai tireur. C'est de l'or, Clint. » Plus tard, un journaliste appela. « Monsieur Eastwood, est-il vrai que vous avez surpassé certains des meilleurs tireurs de l'État ?»« Je ne dirais pas ça, » répondit Clint. « J'ai simplement pratiqué quelque chose que je fais depuis des années. » « Cela doit faire du bien de faire taire ceux qui doutaient de vous. » Clint réfléchit. Honnêtement, la meilleure partie n'était pas de les faire taire. C'était la conversation après. Ils ont fait des suppositions. Nous avons fini par échanger des conseils. Le tir devrait être une communauté, pas une compétition d'ego. Le lundi, l'histoire avait fait le tour d'Hollywood. Les studios voulaient exploiter son image de vrai cow-boy. Les magazines demandaient des interviews. Mais l'appel le plus important fut celui de Richard. « Monsieur Eastwood, ici Richard Payton, du stand de tir. »« Je me souviens. Que puis-je faire pour vous ? » ?»« Je voulais m'excuser encore une fois et savoir si vous étiez sérieux pour tirer ensemble. » J'ai réfléchi à ce qui s'est passé. J'ai appris quelque chose d'important. « ¿Qué? » Que me había convertido exactamente en el tipo de tirador que solía odiar cuando empecé. Elitista, crítico, más preocupado por aparentar que por ser bueno de verdad. Me humilló, señor Eastwood, y lo necesitaba. Clint sonrió. Todos necesitamos que nos humillen de vez en cuando, Richard. Nos mantiene honestos. Entonces, ¿disparará con nosotros? Los chicos y yo practicamos el sábado que viene. Allí estaré. Y lo estuvo. No solo ese sábado, sino muchos sábados después. La noticia se extendió sobre la estrella de cine que realmente sabía disparar, y el campo de tiro de Carson City se convirtió en algo así como un destino. La gente iba con la esperanza de ver a Clint Eastwood, el actor que había demostrado ser auténtico. Pero Clint nunca se dejó llevar por la fama. Continuó practicando regularmente, siempre trabajando para mejorar. Ayudaba a los principiantes a aprender la técnica correcta. Donaba dinero a programas de tiro juvenil y cada vez que alguien lo reconocía por sus películas, siempre desviaba la conversación hacia el deporte en sí. Richard y sus amigos se convirtieron en amigos genuinos con el tiempo. El fornido, que se llamaba Gerald, resultó ser un ingeniero que ayudó a Clint con la mecánica de sus armas. El rubio, Marcus, era un entusiasta de la historia que compartía el interés de Clint por las armas de fuego del viejo oeste. Nunca olvidaron aquel primer día, sin embargo. Se convirtió en una broma recurrente entre ellos. ¿Cómo habían confundido a un tirador de nivel campeonato con un farsante de Hollywood? ¿Sabes cuál fue la peor parte?, admitió Richard un día, meses después. En el fondo, creo que estaba celoso. Ahí estabas tú, exitoso en el cine, guapo, talentoso, y no podía soportar que también pudiera ser mejor tirador que yo. Eres un gran tirador, Richard, dijo Clint. Mucho mejor que yo en formatos de competición, quizás. Pero ese día estabas operando en un nivel completamente diferente. Eso fue tiro en estado puro. Enfoque puro y ejecución. He estado persiguiendo esa sensación desde entonces. El incidente tuvo un efecto inesperado en la carrera cinematográfica de Clint. Los directores empezaron a tomarse más en serio sus opiniones sobre el manejo de armas. Cuando sugería toques realistas, como mostrar el esfuerzo de amartillar un revólver de acción simple o cómo el humo permanece en el aire después de un disparo, le escuchaban. ¿Sabes?, le dijo un director. Antes pensaba que solo te estabas poniendo difícil cuando cuestionabas la coreografía de las armas. Ahora entiendo que realmente sabes de lo que hablas. Sergio Leone lo apreció especialmente. Durante el rodaje de la siguiente entrega de la trilogía del dólar, dejó que Clint diseñara muchas de sus propias secuencias de tiro. «Hazlo real, Clint», decía Leone.
Muéstrales cómo se mueve un verdadero pistolero. Y Clint lo hizo. Los movimientos deliberados y económicos, la forma en que un tirador experimentado revisa su arma, la respiración constante antes de un disparo. Todos esos pequeños detalles que provenían del conocimiento real, no de la invención de Hollywood. El público lo notó. Los críticos señalaron que los personajes del oeste de Eastwood tenían una autenticidad de la que otros carecían. No sabían que provenía de cientos de horas en campos de tiro reales, aprendiendo y practicando el oficio. Pero Clint lo sabía, y eso era suficiente. Años después, cuando se había convertido en una de las estrellas más grandes de Hollywood, un joven periodista que lo entrevistaba sobre sus películas del oeste le preguntó: ¿alguna vez le preocupa que interpretar estos papeles de tipo duro cree expectativas poco realistas sobre la violencia con armas de fuego? Clint pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que es importante mostrar respeto por las armas de fuego en las películas. No son juguetes, no son magia. Son herramientas que requieren habilidad, disciplina y responsabilidad. Cuando manejo un arma en la pantalla, intento mostrar esa realidad. ¿Es por eso que es tan cuidadoso con la seguridad de las armas en sus sets? Absolutamente. He visto lo que pasa cuando la gente no se lo toma en serio. En la vida real no hay repeticiones. El periodista asintió. Luego preguntó: hay una historia que he oído sobre usted en un campo de tiro en Nevada a mediados de los 60. ¿Es cierta? Clint asintió. ¿Qué versión has oído? La de que superó a un grupo de tiradores competitivos que se estaban burlando de usted por ser actor. Algo así pasó, sí. ¿Cuál es la historia real? La historia real es que unos tipos hicieron suposiciones sobre mí. Les demostré que estaban equivocados y terminamos haciéndonos amigos. Eso es todo. Parece que hay más que eso, quizás. Pero los detalles no son tan importantes como la lección, que nunca debes juzgar las habilidades de alguien por su profesión o su apariencia. Y cuando alguien te demuestra que estás equivocado, ten la gracia de admitirlo y aprender de ello. El periodista tomó notas. Es un buen consejo. Es un consejo que yo mismo tuve que aprender, admitió Clint. He cometido mi parte de suposiciones erróneas sobre la gente a lo largo de los años. Ese día en el campo me recordó que debo mantenerme humilde. Después de la entrevista, Clint condujo hasta Carson City. El campo de tiro había cambiado con los años. Nuevos edificios, nuevos equipos, nueva dirección. Pero el espíritu era el mismo. El coronel Patterson había fallecido unos años atrás, pero había nombrado un trofeo en su honor, el premio Patterson a la precisión, otorgado anualmente al tirador que mejor encarnara la habilidad y el espíritu deportivo. Clint lo había ganado 2 veces, a pesar de sus protestas de que no era un competidor habitual. No hace falta competir para ser un competidor, le había dicho el actual jefe de campo. La forma en que te conduces, la forma en que ayudas a los demás, la forma en que representas este deporte, de eso trata este premio. Mientras Clint se instalaba en el carril 7, siempre usaba el carril 7 cuando estaba disponible, pensó en todos los años desde aquel primer enfrentamiento. ¿Cuántas amistades habían surgido de aquel comienzo tan rocoso? ¿Cuántos jóvenes tiradores había animado? ¿Cuántas veces lo habían humillado personas que eran mejores que él? Porque esa era la cuestión del tiro, de cualquier habilidad realmente. Siempre hay alguien mejor, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay espacio para mejorar. Una vieja camioneta se detuvo en el aparcamiento y Clint sonrió. Richard estaba jubilado ahora, pero todavía salía a disparar la mayoría de los fines de semana. «Sabía que te encontraría aquí», gritó Richard acercándose con su equipo. «¿Dónde más iba a estar un sábado?» Se instalaron lado a lado, hablando de nada y de todo. Nietos, problemas de salud, política, cine, por supuesto. La conversación de viejos amigos que habían superado su difícil comienzo para llegar a algo sólido y real. «¿Sabes?», dijo Richard cargando su pistola de tiro. «Nunca te agradecí debidamente lo que hiciste aquel día». «¿Qué día?» «Vamos, Clint, ¿sabes qué día?» Clint sonrió. «Eso fue hace 30 años, Richard. Agua pasada». «Quizás, pero podrías haberme hecho quedar como un completo idiota. En cambio, me diste la oportunidad de salvar la cara, de aprender algo. Eso tuvo clase». «Te disculpaste, eso también tuvo clase». Dispararon en un silencio cómodo durante un rato.
el ritmo familiar de cargar, apuntar, disparar, recargar. Otros tiradores iban y venían. Algunos reconocían a Clint y le pedían autógrafos, que él concedía amablemente. Un joven de unos 25 años se acercó nerviosamente. «Disculpe, señor Eastwood, solo quería decirle que soy un gran admirador de sus películas». «Gracias. ¿Usted dispara?» «Acabo de empezar el mes pasado. Aún estoy aprendiendo». «Bueno, has elegido un buen campo. Hay mucha gente servicial aquí». En realidad me preguntaba si podría verme disparar un rato. Darme algunos consejos. Clint miró a Richard, que asintió. Tenemos tiempo. Caminaron hacia el carril del joven y lo observaron mientras disparaba un cilindro a un blanco. Su postura era decente, pero su agarre era incorrecto y anticipaba el retroceso. «De acuerdo», dijo Clint suavemente. «Hablemos de tu agarre». Durante la siguiente media hora trabajó con el joven tirador, mostrándole técnicas, corrigiendo errores, ofreciéndole ánimos. Richard también ayudó, aportando su propia experiencia. Al final, los grupos del joven se habían ajustado considerablemente. «Muchísimas gracias», dijo, estrechando las manos de ambos. «No puedo creer que Clint Eastwood me haya dado clases de tiro». Después de que se fue, Richard se rió. «¿Recuerdas cuando era solo un farsante de Hollywood que no sabía por dónde salían las balas?» «Lo recuerdo», dijo Clint. «Y recuerdo que tú fuiste el que lo dijo, amigo». «Fui un idiota». «Solo estabas protegiendo algo que te importaba. Lo entiendo». «Sí, pero aún así fui un idiota». Recogieron sus cosas mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Nevada en tonos naranja y púrpura. «¿La semana que viene, a la misma hora?» preguntó Richard. «No me lo perdería». Mientras Clint conducía a casa, pensó en todos los giros que había dado su vida. Los caminos inesperados, los golpes de suerte, las duras lecciones. Aquel día en el campo de tiro, el día en que se habían burlado y humillado de él antes de demostrar su valía, podría haber tomado muchos caminos diferentes. Podría haberse enfadado y marchado. Podría haberse negado a demostrar nada. Podría haber guardado rencor a Richard y sus amigos. Pero eligió hacerlo de otra manera. Y esa elección le había llevado a amistades, crecimiento y una conexión más profunda con algo que amaba. La historia se había vuelto algo legendaria en los círculos de tiro. Con los años surgieron nuevas variantes. Algunos decían que había disparado a 100 yardas. Otros afirmaban que lo había hecho con una sola mano. Otros insistían en que lo había hecho estando herido. Clint nunca corrigió estos adornos. Que la gente tenga sus leyendas. Él conocía la verdad, y la verdad era más simple y significativa que cualquier leyenda. Un hombre había sido juzgado injustamente. Se había probado a sí mismo en silencio y sin aspavientos. Sus críticos se habían convertido en sus amigos. Y todos los involucrados habían aprendido algo valioso sobre las suposiciones, la humildad y la gracia. Esa era la historia real, y era suficiente. A la mañana siguiente, el teléfono de Clint sonó temprano. Era Marcus, el tirador rubio de aquel día. «Clint, ¿has visto el periódico de la mañana?» «Todavía no. ¿Por qué?» «Hay un artículo sobre el aniversario de nuestro primer encuentro. Un periodista localizó a todos los que estuvieron allí ese día y los entrevistó. Está bastante bien escrito, la verdad». «Ah, sí. 30 años. Cuesta creerlo». «El periodista quiere hacer un artículo de seguimiento. Entrevistarte a ti, a mí, a Richard, a Gerald y a algunos de los otros que estaban allí. ¿Te interesa?» Clint lo pensó. ¿Será respetuoso? No quiero que esto se convierta en una tontería de esas para atraer clics. Hablé con ella. Parece genuina. Dice que quiere escribir sobre cómo ese día cambió la cultura del campo. Lo hizo más acogedor, menos elitista. ¿Realmente hizo eso? ¿Estás de broma, Clint? Antes de ese día, el campo de tiro de Carson City era conocido como la instalación más elitista del estado. Después se convirtió en la más acogedora. Los nuevos tiradores sabían que no los juzgarían allí. Y eso fue por lo que hiciste tú. Eso no fui solo yo. Fuisteis principalmente vosotros. La forma en que me tratasteis, la forma en que manejasteis esa situación con dignidad, estableció un estándar. La gente lo vio y quiso estar a la altura. Clint aceptó hacer la entrevista.
y una semana después se encontró sentado en una sala de juntas del campo con sus viejos amigos, hablando con una joven periodista empeñada llamada Sarah Chen. «Así que, señor Eastwood», preguntó Sarah mirando hacia atrás, «¿cree que esa confrontación fue un momento decisivo en su vida?» Clint negó con la cabeza. «No diría decisivo, pero sí esclarecedor». «¿Cómo?» «Me recordó que el respeto se gana con acciones, no con títulos o profesiones. No importa si eres una estrella de cine, un mecánico o un médico. Importa cómo te comportas cuando te desafían». Richard asintió. «Y a mí me enseñó que ser bueno en algo no te da derecho a menospreciar a los demás. La excelencia debería inspirar humildad, no arrogancia». Gerald añadió: «Para mí se trató de reconocer el valor en lugares inesperados. Me había creado una identidad basada en ser un tirador serio y había olvidado que todo el mundo empieza en algún sitio. Todo el mundo tiene su propio camino». Sarah tomaba nota sin parar. «Marcus, ¿y tú?» Marcus sonrió. «Aprendí que los héroes no siempre tienen el aspecto que esperas. Nos habíamos creado una imagen en la cabeza de lo que debería ser un verdadero tirador. Equipo caro, experiencia en competiciones, el pedigrí adecuado. Clint apareció con vaqueros y una camisa de trabajo, con un revólver viejo, y destruyó por completo esa imagen. La mejor lección que aprendí nunca». El artículo salió 2 semanas después y era todo lo que Marcus había prometido: reflexivo, bien investigado y respetuoso. Hablaba del cambio cultural en el campo, de las amistades forjadas y de las lecciones aprendidas. Pero lo que más le llamó la atención a Clint fue el final. En un mundo cada vez más dividido por suposiciones y juicios, la historia de Clint Eastwood en el campo de tiro de Carson City ofrece un camino diferente. Nos recuerda que nuestras primeras impresiones a menudo son erróneas, que la dignidad y la gracia frente a la burla pueden transformar enemigos en amigos, y que la verdadera experiencia no se marca por la arrogancia, sino por la humildad y la disposición a ayudar a los demás. 30 años después, las lecciones de aquel día siguen resonando. El campo ha entrenado a miles de nuevos tiradores, muchos de los cuales citan el ambiente acogedor como la razón por la que se quedaron en el deporte. Y Clint Eastwood sigue visitándolo, no como una celebridad en busca de atención, sino como un tirador que ama el oficio y la comunidad. Quizás esa sea la verdadera lección aquí, que las leyendas no se forjan a través de la confrontación y el dominio, sino a través de la excelencia silenciosa y el carácter constante. Clint Eastwood se convirtió en leyenda no en esos 15 segundos en los que demostró su habilidad, sino en las décadas posteriores en las que demostró su carácter. Clint leyó el artículo 2 veces y luego lo dejó a un lado con una pequeña sonrisa. Su nieta, que estaba de visita el fin de semana, lo cogió. «Abuelo, ¿esta historia es verdad?» «Partes de ella», dijo Clint. «¿De verdad hiciste 6 dianas a 50 yardas?» «Sí». «¿Y esos tipos se burlaron de ti?» «Sí». «¿Cómo te sentiste?» Clint pensó en cómo explicárselo a una niña de 8 años. ¿Sabes cuando alguien te dice que no puedes hacer algo y te dan ganas de demostrarle que se equivoca? Ella asintió. Fue así, pero la parte importante no fue demostrarles que se equivocaban. Fue lo que pasó después, que nos hicimos amigos. Aprendí de ellos, ellos aprendieron de mí. Eso es lo que quiero que recuerdes de esta historia. Que la gente puede cambiar, que la gente puede sorprenderte, incluyéndote a ti mismo. Ella lo abrazó. Eres el abuelo más genial del mundo. Al caer la noche, Clint se sentó en su porche de nuevo, muy parecido a como lo había hecho 30 años atrás después de aquel fatídico día. Pero ahora no estaba solo. Su familia estaba dentro. Los sonidos de la preparación de la cena flotaban a través de las ventanas abiertas. Pensó en todos esos años, en todas las películas, en todos los galardones. Pero lo que le producía mayor satisfacción no era la fama ni los premios. Eran momentos como este, tranquilos, en paz, rodeado de la gente que amaba. Y saber que en algún lugar, jóvenes tiradores estaban aprendiendo su oficio en un ambiente acogedor, en parte gracias a lo que había sucedido 3 décadas atrás. No porque hubiera avergonzado a unos tiradores arrogantes, aunque eso había pasado. No porque hubiera demostrado que era el mejor, aunque había demostrado que tenía habilidad,
sino porque había elegido la gracia sobre la ira, la amistad sobre los rencores y la humildad sobre el orgullo. Esa era la verdadera leyenda. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Nevada, pintando el cielo en los mismos tonos naranja y púrpura que 3 décadas atrás, Clint Eastwood sonrió. Algunas historias tienen finales, otras tienen principios, las mejores tienen ambos, y aquella era de las mejores.